C'est tout. 7 janvier 2026, nous sommes dans la 4e année et au jour 318 depuis le début de l'invasion totale. Bienvenue à tous, je vous salue, pour le rapport de situation quotidien. Dans le rapport d'aujourd'hui, nous voyons des attaques de drones contre des installations russes. Nous voyons aussi la saisie d'un navire russe par les Américains. Et ce que nous voyons également, ce sont des changements dans la région autour de Pokrovsk ainsi que beaucoup d'autres choses. Une attaque de drone ukrainienne visant le dépôt de pétrole à Stary Oskol, dans la région de Belgorod, a déjà été confirmée. L'information provient directement du gouverneur régional et est donc considérée comme une frappe officiellement reconnue. En dehors de cela, elle est également impossible à ignorer. L'incident fait partie d'une série d'attaques ukrainiennes contre les infrastructures russes de carburant et de logistique. Et cela souligne que même les installations situées à l'arrière, près de la frontière, restent vulnérables. Rien que ces 5 derniers jours, un total de 21 cibles ont été touchées. Il y a vraiment de tout, allant d'un petit dépôt jusqu'à une raffinerie. Des chaînes russes rapportent un incendie dans une usine de Moscou. Elles fabriquent des moteurs pour avions Sukhoi et hélicoptères de combat Ka-52 et Mi-28. C'est l'un des hélicoptères les plus utilisés en Russie. D'après les premiers rapports, les pompiers et secours sont déjà sur place pour maîtriser l'incendie. Il n'y a cependant aucune information officielle sur la cause de l'incendie, ni sur l'ampleur des dégâts ou d'éventuelles interruptions de la production. Si des secteurs de production importants ont été touchés, cela pourrait avoir un impact direct sur l'industrie aéronautique et de défense russe, car ces moteurs sont des composants clés particulièrement complexes et difficiles à remplacer. Cette industrie souffre déjà beaucoup à cause de la guerre, alors qu'on aurait pu croire que c'était son secteur le plus rentable. Le problème, c'est qu'elle dépend énormément des pièces de rechange et des composants complexes provenant de l'Occident, qu'elle n'est pas capable de produire elle-même avec la même qualité. Cela signifie qu'il y a toujours des économies à faire et, bien sûr, des retards dans la construction de nouveaux avions ou d'hélicoptères. Aucune attaque de drone signalée à ce jour, je soupçonne donc une erreur humaine ou un sabotage. Le commandement européen des États-Unis a confirmé la saisie du pétrolier Marinera battant pavillon russe, auparavant connu sous le nom de Bella 1 et probablement sous divers autres noms auparavant, uniquement dans l'Atlantique Nord. La base était un mandat d'arrêt fédéral pour violation des sanctions américaines, notamment concernant des exportations illégales de pétrole vénézuélien. L'opération a été coordonnée par les ministères américains de la Justice, de la Sécurité intérieure et le Pentagone. La garde côtière américaine avait déjà poursuivi le pétrolier pendant plus de 2 semaines après qu'il eut quitté les eaux vénézuéliennes. Le changement s'est déroulé sans incident, le navire est désormais sous contrôle américain. Il est remarquable de voir la retenue de la Russie. Selon Reuters, des navires de guerre russes et un sous-marin étaient relativement proches, sans intervenir, alors que les médias russes avaient réaffirmé que le pétrolier bénéficiait d'une protection militaire. Pourquoi devrait-on, et je tiens à le rappeler brièvement, placer un pétrolier russe qui circule comme tous les autres sous protection militaire avec un sous-marin et un navire de guerre? On suppose en effet que ce pétrolier pourrait également être l'un des navires espions de la Russie. La Russie possède en effet de nombreux navires de transport, y compris ici en Europe du Nord, qui se font passer pour des pétroliers mais servent en réalité de plateforme pour des drones ou des dispositifs d'écoute. Cela expliquerait aussi pourquoi les Américains ont attendu presque 2 semaines avant d'arraisonner le pétrolier, au lieu de le faire immédiatement. Il est logique de protéger ce navire. Merci pour aujourd'hui, c'est tout. Le ministère russe des Affaires étrangères a exigé le retour du pétrolier et le bon traitement de l'équipage. On se sent un peu impuissant, à mon avis. Les canaux militaires et de propagande russes évoquent déjà la prise d'autres navires et une forte montée de la rhétorique. Il est frappant de constater que l'indignation ne se limite pas seulement aux petits comptes Telegram, mais s'étend également à de grands et influents canaux comme De Major. Ils réclament ouvertement des mesures militaires contre les États-Unis. Certaines voix appellent même à la violence contre le président américain. Mais cette agitation demeure une rhétorique sans option d'action concrète. La Russie n'a ni la capacité militaire, ni les moyens maritimes pour affronter directement les États-Unis ou l'OTAN. La marine russe est largement bloquée en mer Noire par les Ukrainiens, les navires risquant de lourdes pertes à chaque sortie. La différence entre la rhétorique menaçante et la réelle capacité d'action militaire est ici évidente.
Le deuxième jour à Paris, la délégation ukrainienne a continué les discussions avec des partenaires internationaux, dont la coalition des volontaires. L'accent a été mis sur des rencontres avec des conseillers nationaux à la sécurité, ainsi qu'avec la délégation américaine, au cours desquelles les garanties de sécurité et la coordination des prochaines étapes politiques et militaires vers une paix juste ont été particulièrement abordées. En parallèle, des discussions ont eu lieu entre les services de renseignement. Il y a eu un échange professionnel avec des représentants du renseignement militaire français, dont une rencontre avec leur directeur, le général Jacques de Montgros. L'accent portait sur les évaluations de sécurité et la coordination avec les partenaires. Honnêtement, le costume de Boudanos m'énerve vraiment désormais. C'est très inhabituel qu'il en porte un, mais avec son nouveau poste, cela doit en faire partie. Du côté de Procross, il y a un nouveau matériel vidéo. Ici, on peut voir une séquence montrant à quoi ressemblent les assaillants russes avant et après une attaque ratée. Il est frappant qu'ils emploient de plus en plus d'Africains pour les attaques d'infanterie, signe que la Russie atteint ses limites de personnel, même parmi ses troupes d'assaut. L'un de ces touristes a été repéré par les opérateurs de drones de l'unité Spartan, alors qu'il s'approchait à pied des positions ukrainiennes. Peu après, l'attaque s'est aussi terminée, comme tant d'autres. À Procello, l'avantage va de plus en plus aux Russes. J'ai changé la couleur de Menorad en orange au lieu de jaune, car faute de géolocalisation, je pense maintenant que la localité est majoritairement sous contrôle russe. Cependant, il n'y a encore aucune confirmation à ce sujet, il n'y a pas non plus de drapeau qui se trouve à l'ouest. D'un autre côté, il n'y a plus aucun mouvement ukrainien ici que l'on pourrait constater d'une manière ou d'une autre. À Roudinsk, quelques mètres plus au nord, l'unité spéciale ukrainienne Omega, appuyée par la première, le bataillon Seri Kulchitsky ainsi que la 14e brigade ont mené une attaque coordonnée contre une base russe qui avait été installée dans un bâtiment à 2 étages. Malgré l'absence de couverture, l'équipe d'assaut a avancé de 2 directions, fait exploser l'accès avec une mine anti-char puis sécurisé la zone. La vidéo illustre bien le risque élevé, la coordination précise et leurs conséquences. Une tactique d'infanterie cohérente en zone urbaine, malgré une guerre surtout dominée par les drones. Au cœur du bassin du Dnipro, les Ukrainiens reprennent une île, y remplacent les drapeaux et se débarrassent ensuite des morts du camp adverse. Malheureusement, je ne peux pas dire combien de temps cette île a été occupée par les Russes. Contrairement à d'autres secteurs du front, je n'avais pratiquement pas cette île en tête, et je n'ai appris sa reprise que parce que les Ukrainiens ont été géolocalisés aujourd'hui pendant qu'ils remplaçaient le drapeau. Merci à tous les abonnés, membres de la chaîne, l'équipe Algo, ainsi qu'au lieutenant-colonel Rennecke, Robert Ziller, Dietrich, Freddy et Mayhofer. Abonnez-vous, likez, commentez et à bientôt pour le prochain rapport.